Paris, la plus belle ville du monde, dit-on. Réputée pour son élégance et son cachet. Mais ce n'est pas dans ses cafés chics ou sur ses boulevards bordés d'arbres qu'il faut chercher l'histoire de Paris. Elle est cachée dans ses ruelles étroites, perdue dans ses caves, enfouie dans ses catacombes. C'est l'histoire extraordinaire de prouesses techniques et scientifiques qui l'ont sauvegardée au fil du temps. Lorsque la guerre a été aux portes de Paris, ses habitants ont construit des défenses phénoménales. Quand la Seine a menacé de s'assécher, ils l'ont alimentée artificiellement. Et enfin, quand il a fallu l'adapter au monde moderne, on a redessiné presque entièrement ses rues et ses places principales. C'est ainsi que Paris a survécu et prospéré grâce à de nombreuses inventions technologiques. Paris, construite par son peuple, est préservée grâce à son esprit créateur. Paris, notre capitale, est au cœur de l'Europe. Ses monuments, ses galeries d'art et ses musées en ont fait une des destinations touristiques les plus populaires du monde. Mais ouvrez bien les yeux, car Paris, ce n'est pas que cela. La ville ne peut pas s'étendre vers l'extérieur car elle est circonscrite par des collines et par la Seine. Elle ne peut pas pousser en hauteur car la majeure partie de son sous-sol est trop fragile pour supporter le poids de gratte-ciel. Son histoire est étroitement liée à l'ingénierie et à la science qui ont permis à une ville d'exister là où elle n'aurait pas dû. Un beau jour, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Parisis, une tribu d'origine celte, dressent des fortifications défensives sur une barrière naturelle, une petite île sur la Seine. Et leur village fortifié va résister à toutes les invasions jusqu'en 58 avant Jésus-Christ et l'arrivée des Romains. Ces derniers baptisent leur nouvelle colonie Lutèce, qui signifie marécage, et la transforment en ville romaine typique avec des ponts reliant l'île aux deux rives de la Seine. Ils étendent également le village des Parisis sur la rive gauche, le quartier latin actuel. Florence Zaragoza est spécialiste en histoire romaine. Les Romains sont les premiers urbanistes de Paris parce qu'ils ont su exploiter parfaitement la topographie naturelle de la ville. La nouvelle cité se développe sur la rive gauche en s'éloignant du fleuve et des inondations qui submergent régulièrement toute la zone. Bientôt, la Lutèce gallo-romaine s'enorgueillit de toutes les caractéristiques de leur vaste empire, dont certaines ont remarquablement bien traversé les siècles. Ça nous dit que Lutèce, qui était une ville assez petite en fait dans l'Empire romain, avait tout de même tous les aménagements architecturaux typiques d'une ville romaine, donc des bains. Lutèce n'est pas grande, mais elle est riche. Et il y a 2000 ans, l'ampleur de ses progrès techniques se lit déjà, entre autres, dans la construction de thermes pour l'élite. Jusqu'à 500 personnes s'y retrouvaient chaque jour pour se laver et traiter des affaires. Et bien sûr, ces murs étaient à leur tour recouverts de marbre, éventuellement de stuc, pour décorer ces pièces des thermes, qui étaient toujours des pièces très fastes, puisque les thermes, dans l'Antiquité, où que l'on soit, sont des lieux sociaux très importants. On vient bien sûr pour se laver, mais on vient aussi pour se rencontrer, pour discuter et passer du temps. Et en effet, le bâtiment, qui est quand même assez grand, montre cette richesse et cette opulence de la ville. Lutèce a beau n'être alors qu'un avant-poste régional et non une capitale, elle compte 6000 habitants. Les Romains ont construit des routes, des maisons et des arènes où ils donnent de grands spectacles. Dans ce qui est aujourd'hui un square au cœur de l'ancienne Lutèce, les archéologues ont mis au jour des vestiges prouvant que les gladiateurs s'y battaient contre des lions et des ours, enfermés et affamés dans des cages ouvrant sur la piste. Ces arènes pouvaient accueillir 15 000 spectateurs enthousiastes.
Mais la ville ne restera pas romaine. En 481 après Jésus-Christ, elle tombe aux mains d'envahisseurs barbares venus d'Europe centrale, les Francs, nos ancêtres. 600 ans plus tard, Paris s'est agrandi. Avec ses ponts et ses routes, c'est devenu un important centre d'échanges commerciaux, plus exposé aux attaques. Les Vikings, puis les Anglais vont la menacer. Alors, à la fin du XIIe siècle, le roi Philippe Auguste a une idée toute simple pour défendre la ville, une muraille. Aujourd'hui, on peut encore voir des vestiges de cette superbe réalisation technique et architecturale dans les ruelles et les cours de la capitale. Avec ses 67 tours défensives, c'était un projet ambitieux qui encerclait un site de près de 3 km². La tour, là, je pense qu'elle a été réalisée. Alors voilà, on voit très très bien, vous voyez. Alors ce qui est intéressant, alors voilà, ça c'est vraiment la vieille tour de 1200, hein, la tour de Philippe Auguste. Il s'arrête, merci. L'historien Renaud Gagneux est en quête des portions encore existantes de la muraille de Philippe Auguste. Une quête qui l'entraîne dans des lieux improbables, comme le jardin de ce couvent. Bonjour, monsieur. On vient voir le mur. Oui, Comment très bien. allez-vous? Oui, ça va, très très bien. Alors, le voilà. Attention aux hautes fleurs. Voilà un beau vestige, là, et qui a cette particularité, il suit la pente de la colline. C'est-à-dire que là, ça a été fait quand même très, très rapidement, je veux dire. C'est quand même un mur en pierre taillée, même si elles sont inégales. Attention, surprise, c'est juste à droite là, et on tombe sur... Dans la majeure partie de la ville, la muraille est cachée ou a été détruite. Mais il y a un endroit où l'on peut vraiment prendre la mesure de son importance. C'est un des endroits dans Paris où il est le mieux conservé sur autant de mètres. Érigée laborieusement, pierre par pierre, avec des blocs de calcaire, la muraille est impressionnante. Presque 10 mètres de haut pour 2,50 m d'épaisseur, avec tous les 50 mètres, une tour de guet. Comme l'explique Renaud Gagneux, la muraille était conçue pour durer. Imaginez-vous que la façon dont on a construit le mur, on fait un premier mur de pierre taillée, comme celle qu'on a vue sur la tour ici. Là, on fait un autre mur de pierre taillée, hein, donc une construction propre. Et puis au milieu, on amasse des tas de n'importe quoi, hein, ce qu'on appelle des moellons, c'est-à-dire des pierres non taillées, de la brique, tout ce qui tombe sous la main. Renaud Gagneux a découvert une portion du mur cachée derrière un immeuble d'habitation qui apporte un indice précieux sur sa construction. Voilà. Alors, si vous voulez, on est dans le mur, là. C'est-à-dire que ça, c'est le revêtement extérieur, côté campagne du mur. Là où tu es, ce serait... Et ça a disparu. Ce serait le revêtement extérieur, côté ville. OK ? Et là, c'est le mur. Là, ce sont ce que j'expliquais tout à l'heure, les moellons qu'on met entre les deux murs. Au cours des 10 dernières années, il a retrouvé des vestiges miraculeusement préservés de la muraille dans les endroits les plus inattendus. Alors voilà, vous avez le mur. Voilà. Dans ce parking souterrain, par exemple, les voitures du XXIe siècle sont garées le long d'une muraille du XIIe siècle. Au-dessus du parking, dans cette salle de concert, des étudiants viennent jouer et écouter de la musique sans se douter qu'ils sont assis à côté d'un mur vieux de 800 ans. Une fois la ville protégée par cette immense muraille, Philippe Auguste se fait construire sa forteresse personnelle, un superbe palais royal. Alors ici, évidemment, c'est le château des rois de France, donc c'est vraiment le symbole de la puissance royale. C'est la grosse tour du Louvre, c'est le donjon du Louvre, et même après sa démolition, va rester un emblème qui est dans les consciences.
En tout cas, c'est un château fort, c'est en pierre, c'est très résistant, c'est Paris, hein, et c'est le roi de France. Aujourd'hui, il ne reste plus de cette forteresse qu'une petite portion conservée sous le musée du Louvre. Mais à l'époque, c'est de loin le plus grand bâtiment de Paris, l'ultime bastion défensif de la muraille d'enceinte de Philippe Auguste. Au centre de la forteresse se dresse une tour de 45 mètres de circonférence et 30 mètres de haut. Quand Philippe Auguste meurt en 1223, Paris s'étend sur près de 242 hectares. Attirés par la protection que représente la muraille, les gens affluent vers la ville. Et à la fin du XIIIe siècle, Paris est la plus grande cité d'Europe occidentale. Mais ses habitants vont devoir bientôt affronter un ennemi de l'intérieur, la sécheresse. En effet, les réserves d'eau de la ville sont insuffisantes. C'est alors qu'intervient un groupe peu banal d'ingénieurs en hydraulique, des moines. L'existence de Paris repose sur des réalisations techniques complexes dont bon nombre sont dissimulées au regard. Au XIIIe siècle, attirés par la perspective de travailler et de s'enrichir, plus de 300 000 personnes sont venues s'y entasser. Mais au Moyen-Âge, la Seine s'assèche généralement en été. Or, c'est la seule source d'eau, sale et polluée. La ville commence donc à manquer d'eau potable. Presque invisible au milieu des immeubles d'habitation, se dresse cette petite tour, ornée d'un toit à clocheton qui mène à un réseau extraordinaire d'aqueducs, 6 mètres sous terre. Il reste aujourd'hui 800 mètres de ce système original construit par des moines au Moyen-Âge. Ceux-ci avaient découvert une source qu'ils avaient astucieusement captée avant d'en filtrer l'eau et de l'acheminer au centre de Paris par des canaux souterrains. Il ne faut pas être claustrophobe pour se promener là-dedans. Enfin, la plupart des passionnés de ces systèmes sont des gens qui aiment bien les milieux souterrains, les carrières, les catacombes, tous les endroits souterrains. Donc, claustrophobe, s'abstenir, généralement. Nous sommes en dessous d'une arrivée d'eau, là, dans la section numéro 2 de l'aqueduc. Il y a une sorte de source là, qui se trouve en élévation, au-dessus du toit de l'aqueduc, et qui vient par ce puits et qui tombe directement dans l'aqueduc. Cette eau est récupérée, elle descend en suivant la pente jusqu'à la fin de cette section numéro 2, où elle est évacuée vers l'égout de la rue de la Mare. Dans l'aqueduc, l'eau circule sous l'effet de la plus vieille force de la nature, la gravité. L'eau tombait sur ces différentes marches. Ça permettait de l'aérer un petit peu en même temps et ça en cassait le flux avant d'être introduite directement dans le cours de l'aqueduc. Quand le niveau de l'eau était à son maximum, des centaines de milliers de litres s'écoulaient chaque jour dans les aqueducs jusqu'aux fontaines de Paris. Dans le 20e arrondissement, les rues suivent encore le cours pentu de l'aqueduc moyenâgeux. Même le nom du café témoigne de l'omniprésence de l'eau. Cette eau a été la seule eau, autre que l'eau de puits ou l'eau de la Seine, disponible pour les Parisiens pendant près de 5 siècles. Sans les efforts inlassables des moines, la sécheresse aurait bien pu causer la perte de Paris. Pourtant, ces aqueducs ne suffisent pas à alimenter une ville en pleine expansion. Et le manque d'eau tourmentera les Parisiens pendant plusieurs siècles. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, Paris dépend toujours de la Seine pour son approvisionnement en eau douce. Ses habitants disposent de moins d'1 litre par jour et par personne pour boire, cuisiner et se laver. Aujourd'hui, ils en consomment 500 fois plus. En 1815, les autorités décident donc de prendre des mesures radicales et ordonnent à l'ingénieur Pierre-Simon Girard de résoudre une fois pour toutes le problème de l'eau à Paris. C'est son idée ingénieuse qui, aujourd'hui encore, assure un débit régulier à la Seine.
La campagne, à l'est de Paris, abonde en eau. Malheureusement, les rivières ne coulent pas à proximité de Paris. Girard doit donc trouver un moyen d'amener cette eau jusqu'à la capitale, à près de 100 km de là. La solution est un triomphe d'ingénierie. Un canal adducteur reliant l'Ourcq à la Seine, en plein cœur de Paris. Ce canal doit non seulement alimenter la ville en eau propre, mais aussi permettre la navigation des péniches qui la ravitaillent en nourriture et en bois. Or, cette double fonction complique singulièrement le problème. La demande en eau à Paris ne cessant d'augmenter, Girard doit faire en sorte que le canal ne s'assèche jamais. En outre, à chaque passage, les péniches déplacent et gâchent des milliers de litres. Il faut donc constamment réalimenter le nouveau canal. Là encore, la solution de Girard est simple. Des stations de pompage qui captent l'eau dans une autre rivière toute proche et la réinjectent dans le canal. Le problème, c'est que le canal est situé au-dessus de la rivière. Il va donc falloir faire monter l'eau jusqu'à lui. C'est là qu'intervient un deuxième Girard, Louis-Dominique, un ingénieur hydraulique, lequel invente une machine qui fonctionne encore aujourd'hui. La machine de Louis-Dominique Girard est en fait très originale. Déjà, elle est originale par le fait que l'eau arrive sous nos pieds par une série de galeries. Le flot fait tourner deux immenses roues qui entraînent deux pompes géantes, lesquelles font monter l'eau de la rivière dans cette chambre. Puis, l'énergie fournie par la roue actionne une autre pompe qui envoie l'eau dans un tuyau de sortie. De là, l'eau est pompée sur presque 300 mètres jusqu'au canal de l'Ourcq, le long d'une pente de presque 4%. Une formidable réalisation technique. Le canal parcourt près de 100 km à travers la campagne et la banlieue est pour acheminer l'eau si précieuse jusqu'à Paris. Là, elle alimente les fontaines, au centre de la ville. Les sculptures qui ornent celles-ci ne sont pas purement décoratives. Elles facilitaient le remplissage des seaux. Le fait d'apporter à Paris de l'eau de bonne qualité en quantité suffisante, c'est un énorme progrès pour Paris, pour les Parisiens. Sans ce canal et son réseau d'écluses, la Seine, véritable artère du cœur de Paris, aurait presque fini par s'assécher. Mais au Moyen-Âge, le manque d'eau n'était pas le seul problème auquel la ville était confrontée. La guerre de Cent Ans opposait alors la France et l'Angleterre, et Paris était en plein marasme. C'est grâce à Jeanne d'Arc que la reconquête sera finalement amorcée et qu'en 1453, les Anglais seront finalement boutés hors de France. Sous le règne du nouveau roi, Paris devient la capitale de la France et voit sa population augmenter de plus en plus. En 1589, la ville est surpeuplée et ses ruelles étroites sont sans cesse embouteillées. Devant de tels problèmes de circulation, il devient évident que la ville a besoin d'un nouveau pont. Commencé en 1578, celui-ci sera achevé sous le règne d'Henri IV, le Pont Neuf, premier pont en pierre qui enjambe la Seine. Aujourd'hui, cette merveille architecturale est le plus vieux pont de Paris. À l'époque, il était unique. Aujourd'hui, la ville compte 36 ponts, routiers, ferroviaires et piétons au-dessus du fleuve, un tous les 300 mètres. Descendre le fleuve en bateau est ainsi un véritable voyage à travers l'histoire de la construction des ponts. Le pont Neuf est constitué de 12 arches et mesure 233 mètres de long. Il réunit les rives droite et gauche en traversant la pointe du cœur de Paris, l'île de la Cité. Compte tenu du poids des pierres, il fallut creuser des fondations particulièrement profondes. Pas dans les rives, comme pour le pont de Solferino, mais directement dans le lit du fleuve. Une entreprise titanesque rendue paradoxalement possible grâce à l'assèchement périodique de la Seine. Il faut savoir qu'à l'époque d'Henri IV, l'été, il n'y avait pas d'eau dans la Seine, pratiquement. Donc l'eau a été déviée, les fondations étaient faites en période estivale. Certes, construire un pont dans un lit asséché est plus facile, mais cela prend quand même du temps.
On ne peut y travailler que durant les 3 mois d'été, et comme il s'agit du premier pont en pierre de la ville, il faut inventer sur le tas de nouvelles méthodes de construction. On a mis des cintres en bois, une sorte de coffrage en bois, sur lesquels après on a posé les pierres taillées une par une évidemment, légèrement trapézoïdales pour que ça fasse voûte, et on a monté les voûtes une par une. Étonnamment, les pierres calcaires du Pont-Neuf n'ont pas été extraites de carrières à l'extérieur de Paris, mais dans le sous-sol même de la ville. Les Parisiens ont ainsi creusé au cœur même de leur cité un véritable labyrinthe de tunnels, comme celui-ci. C'était utilisé bien sûr depuis à peu près le XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, du moins dans cette partie de carrière ici. Donc historiquement parlant, très intéressant. Creusées parfois jusqu'à 15 mètres de profondeur, ces carrières ont apporté de nombreuses informations sur la géologie du bassin parisien. C'est du calcaire grossier en général, sur plusieurs bancs de hauteur. Nous sommes quand même dans un site de 46 millions d'années ici, ce qui fait qu'à chaque fois que vous voyez une épaisseur de calcaire dans la masse, c'est un dépôt marin lorsque la mer a pris dans le bassin parisien. Voilà, on voit très bien là le dépôt marin. Donc la mer sortir ne laisse aucune couche, et à chaque fois que vous voyez une hauteur de banc, c'est la mer, l'invasion. D'origine marine, une roche calcaire est résistante et imperméable. Les constructeurs du pont disposent donc d'une réserve toute prête du matériau idéal pour bâtir leur ouvrage. Mais l'extraction est un travail épuisant et dangereux dans les carrières étroites et surchauffées du sous-sol parisien. Comment les tailleurs ont-ils transporté les pierres jusqu'à la surface ? Philippe Thévenon nous dresse un tableau précis des techniques de taille employées au XVIe siècle. Donc à la surface, la pierre était choisie, mais la pierre en sous-sol était taillée grossièrement comme ça. C'était un bloc d'à peu près en moyenne 1 tonne. Hein. Donc le système d'exploitation ici, le carrier... Extraire d'énormes blocs de pierre avant l'invention d'outils électriques exigeait force et endurance. Ce qu'on appelle le souchet, faisait une tranche de sous-chevage le plus profond possible, de 3 à 4 mètres de profondeur, avec un espèce de pieu. Donc souvent, le carrier était allongé, et le bloc était après attaqué avec des tranches de défermage de chaque côté. Et après, au cas où le bloc ne tombait pas de son propre poids, il y avait des coins en fer pour attaquer directement dans les fissures. Une fois le bloc tombé, le bloc était poussé sur des roules jusqu'à la base de ces puits d'extraction, où la personne en haut, avec un treuil style roue d'écureuil, remontait ces pierres. Une par une, toutes les pierres du Pont-Neuf sont taillées et extraites de cette façon. Il faudra près de 30 ans pour l'achever. Et au cours des 2 siècles qui suivront, il supportera un trafic étonnamment dense. 80 000 personnes et 25 000 voitures l'emprunteront chaque jour. Un pont reliant les 2 rives parisiennes, voilà qui facilite singulièrement les déplacements à travers la ville. Plus de 400 ans plus tard, la circulation est toujours aussi intense sur le Pont-Neuf, témoignage du talent des architectes de la Renaissance. Paris est ainsi unique au monde, la seule ville où nombre de bâtiments et d'édifices sont construits dans la pierre calcaire extraite du sous-sol même de la ville. Nous voici sous le règne du plus célèbre roi de France, Louis XIV, le roi Soleil. Désireux d'afficher sa puissance, le monarque se fait construire le château de Versailles à une vingtaine de kilomètres de la capitale, qui devient le siège du pouvoir royal. Il a déserté un Paris sale, surpeuplé et infesté de maladies. Une ville indigne d'un souverain. En cette fin du XVIIIe siècle, la capitale est alors confrontée à la plus grave crise sanitaire de son histoire. La Révolution française couve, mais la ville connaît d'abord un soulèvement d'un autre genre, tout aussi inquiétant, la révolte des morts. Nous sommes en 1785. Paris compte 600 000 habitants, entassés dans des quartiers sordides au centre de la ville. Né de la pauvreté, le mécontentement devient général. Dans les immeubles surpeuplés, les installations sanitaires sont presque inexistantes et les maladies sont nombreuses. L'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. La mort est partout dans les rues misérables. Les morts sont enterrés dans quelques grands cimetières au cœur de la ville.
des fosses communes qui croulent sous le nombre de cadavres en décomposition. Une fois de plus, Paris est au bord de la crise. La puanteur est si insupportable, l'air si chargé de miasmes que l'ordre est donné. Il faut déplacer ailleurs tous les corps. Plus d'enterrement à Paris. Les ossements sont donc transportés dans les carrières désaffectées. L'historien Gilles Thomas a écrit un livre sur cette période. Le premier cimetière qui a été transféré ici, c'est le cimetière des Saints-Innocents. Ce cimetière servait de cimetière depuis au moins 10 siècles pour 22 paroisses parisiennes, plus l'Hôtel-Dieu. Et ce cimetière était totalement saturé. C'est-à-dire que dans les textes, on s'aperçoit que le sol du cimetière était 2,50 m au-dessus du niveau des rues. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, l'eau s'écoule sur les corps entassés dans les cimetières, entraînant des bactéries dangereuses dans la nappe phréatique et transformant l'eau tirée dans les puits en bouillon de culture. Il y a eu des accidents à la fin du XVIIIe siècle, des fosses communes qui explosaient, et il est arrivé que des particuliers, en descendant dans leur cave, ouvrant la porte, au lieu de trouver des bouteilles bien rangées, trouvaient un amoncellement de cadavres. Donc pour des raisons de salubrité publique, on a décidé de vider ce cimetière. Toutes les nuits, pendant 2 ans, des fossoyeurs exhument les cadavres du charnier des Innocents sous la surveillance d'un prêtre. Un spectacle macabre qui attire pourtant de nombreux curieux. Les ossements sont transportés dans ces vastes salles souterraines consacrées, les catacombes, alors bien en dehors des limites de la ville. Les catacombes sont en fait les carrières désaffectées qui avaient fourni les pierres calcaires ayant servi à la construction des ponts et des églises parisiennes, et qui s'étendaient sur des kilomètres sous terre. Et cet endroit a en plus été consacré officiellement, religieusement, pour pouvoir accueillir dignement les ossements de tous les cimetières parisiens qui ont été vidés à partir de 1786. Le transfert des ossements se faisait à la nuit tombée. On remplissait des chariots d'ossements. Ces chariots étaient recouverts d'un drap noir. Et devant le chariot, il y avait un prêtre qui chantait l'office des morts. Donc ça se faisait à la nuit tombée pour pas trop affoler la population. Chaque dépouille est identifiée quand cela est possible et inscrite sur le registre des catacombes. Alors voici comment ont été rangés les ossements. Le principe, c'est le principe d'une hague, en fait. On réalise un amoncellement, un empilement d'os longs. Derrière, on jette tous les os cassés, les petits os. On fait une hague et on met des bourrages d'ossements derrière. Et par contre, ces murs d'ossements ont été décorés avec des frises de crâne. Voilà, par exemple, ossements du cimetière des Innocents, déposés en avril 1786. Donc c'est vraiment les premiers dépôts ici. Petit à petit, tous les cimetières du centre de Paris sont ainsi vidés. Mais alors que les restes de 6 millions de personnes sont inhumés dans ce lieu macabre, une autre révolte est sur le point d'avoir lieu, et cette fois, parmi les vivants. En 1789, quand éclate la Révolution, les rues de Paris tombent aux mains des foules déchaînées. La prison de la Bastille est prise d'assaut et ses prisonniers libérés. Puis vient la période de la terreur. Aristocrates et partisans de la monarchie sont traqués, emprisonnés, exécutés. À la place de la monarchie, la France instaure la République. Et quelques années plus tard, en 1804, le premier consul Napoléon Bonaparte se fait sacrer empereur. Voulant faire de Paris une capitale digne de son empire en pleine expansion, il fait entre autres construire l'Arc de Triomphe en commémoration de ses victoires militaires. Mais c'est son neveu Napoléon III qui va jouer un rôle déterminant dans le développement du Paris moderne. En 1850, la population parisienne est passée à 1 million d'habitants. La ville éclate presque sous la pression d'un si grand nombre de gens dans un espace si étroit. Les embouteillages sont permanents, le commerce stagne.
Napoléon III décide alors d'une politique d'urbanisation radicale. Percer de grandes voies, améliorer la circulation et raser les quartiers misérables du centre, foyers de troubles et de violence. Il confie la réalisation de ce projet au préfet de Paris, Eugène Haussmann. L'objectif est double, moderniser la ville et empêcher les barricades susceptibles de bloquer les forces de l'ordre en cas d'émeute. Paris est encore un dédale de rues étroites, parfois sans système d'évacuation des eaux usées et bordé d'habitations le plus souvent sans eau courante. La nuit, peu de gens osent s'aventurer dans ces rues désertes, obscures et malodorantes. Pourtant, la plupart ne sont qu'à quelques pas des édifices les plus prestigieux de la capitale. Juste à côté de Notre-Dame, on peut voir la seule partie qui est restée du Paris de cette époque. C'est tout à fait caractéristique de l'étroitesse des rues à ce moment-là. Or, c'était la largeur normale. Voilà exactement à quoi ressemblaient les rues du Vieux Paris. Dans ce réseau de voies étroites, des centaines de milliers de gens vivent dans la pauvreté. Mais avant de raser ces taudis, Eugène Haussmann va devoir reloger leurs habitants. C'est alors posé la question, que faire de tous ces gens qui vivent dans ces habitations? Où vont-ils aller? Comme la majeure partie de la bourgeoisie parisienne, Haussmann pensait que le mieux aurait été qu'ils aillent au diable. Haussmann achète les terrains, déplace les habitants vers les quartiers périphériques, puis s'attaque au problème des embouteillages qui paralysent la ville. Avec le développement du chemin de fer, il veut également relier les nouvelles gares par de grands axes afin de faciliter la circulation. Il n'y avait aucune voie reliant ces gares entre elles. Donc, quand un voyageur devait se rendre d'une région de France à une autre, il passait obligatoirement par Paris et la traversée de la capitale lui prenait un temps fou. Ce boulevard a été ouvert pour relier les deux grandes gares du nord-est au centre de la ville. Il est large et rapide, mais ces trottoirs plantés d'arbres en font plus qu'une simple voie de circulation. Sur le même modèle, Haussmann fait percer plusieurs grands boulevards sur les axes nord-sud et est-ouest. Il fait également construire les avenues qui rayonnent de l'Arc de Triomphe et fait élargir les Champs-Élysées, l'avenue la plus célèbre du monde. Il est convaincu qu'en décongestionnant la circulation, il va relancer la croissance de Paris et son économie. Paris est alors un gigantesque chantier de construction. Les quartiers pauvres ont été rasés et remplacés par des immeubles d'habitation conformes aux normes fixées par le préfet, 20 mètres de haut, ni plus ni moins. Soucieux de donner à Paris un visage moderne et uniforme, Haussmann s'intéresse aussi beaucoup aux façades, à l'esthétique des immenses boulevards bordés de ces nouveaux immeubles. Voilà l'immeuble haussmannien typique. Au rez-de-chaussée, un magasin toujours bien net, et la mezzanine, le premier étage, le deuxième étage avec un balcon tout le long, les troisième et quatrième étages avec leurs petits balcons, et ensuite l'étage le plus difficile à louer peut-être, parce que le plus élevé, car il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Par contre, il y a un balcon plus large tout le long qui permet de profiter de la vue et de l'air pur. Mais les grands travaux d'Eugène Haussmann ont aussi un autre objectif. Ces larges boulevards rectilignes doivent autant à la stratégie militaire qu'à l'urbanisme. Et si les Parisiens l'ignorent, leur préfet compte bien bâtir la ville idéale pour réprimer la moindre émeute. Le problème de la sécurité a toujours été présent à l'esprit de Napoléon III. Il y avait eu tellement de révoltes sanglantes et destructrices que presque toute la population parisienne aspirait à la sécurité. Au beau milieu de ce pâté de maisons dans l'est de Paris, une caserne abrite alors un régiment de cavalerie dont les soldats sont chargés de contrôler toute cette partie de la capitale, foyer historique d'émeutes et de révolutions.
Mais ceux-ci doivent pouvoir disposer d'une vue dégagée tout le long de ce boulevard pour communiquer avec leurs camarades de l'infanterie stationnés à 5 km au sud-est. Le problème est que ce nouvel axe doit franchir un futur canal de navigation et d'alimentation en eau. La présence d'un pont leur boucherait la vue et permettrait aussi aux émeutiers d'y dresser une barricade, coupant ce secteur du reste de la capitale. La solution d'Haussmann est aussi surprenante que coûteuse. Il ordonne à ses ingénieurs de creuser un canal souterrain sur près de 2 km, de façon à éviter la construction d'un pont. Une prouesse d'ingénierie qu'il ne faudra que 2 ans pour réaliser. À l'époque, il n'y a pas encore d'électricité. Or, il est impensable de faire transiter des cargaisons par ce canal souterrain dans le noir complet. Les ingénieurs ont alors une idée astucieuse pour avoir à la fois de la lumière et de l'air. Sous cet ouvrage, hormis les quelques points lumineux de signalisation que vous voyez devant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éclairage électrique. Tout l'éclairage, en fait, qui est un éclairage de jalonnement, est fait par des oculis qui sont percés en clé de voûte. Donc vous en voyez un qui est juste ici. Ces oculis permettent à l'air et à la lumière d'entrer et guident les péniches en toute sécurité au milieu du canal, comme autant de phares ou de balises. C'est tout à fait astucieux, et tout à fait au goût du jour. Elle est absolument dans son état d'origine. Elle est mieux que ça, elle est dans un état de conservation extraordinaire. Typique de Jeune Haussmann, cette réalisation combine 2 avantages. Elle permet aux péniches de rejoindre plus rapidement la Seine et offre aux soldats une vue dégagée en cas d'émeute. En moins de 30 ans, le préfet de Paris va ainsi entièrement redessiner la capitale. Pour la première fois, d'immenses artères relient tous les quartiers entre eux. Les limites de la ville incluent désormais de nouvelles communes pour encourager la population à venir s'installer à Paris. Et pour la première fois également, des parcs et des squares offrent aux Parisiens des espaces communaux où ils peuvent venir se détendre. Mais si Haussmann a transformé la physionomie de Paris, ce n'est pas à lui que l'on doit le plus grand monument de la capitale. Cet honneur revient à un ingénieur, Gustave Eiffel. Achevée en 1889, la Tour Eiffel est l'édifice qui symbolise vraiment Paris. Tourné en 1900, ce film exceptionnel, un des tout premiers du cinéma, montre les premières images de la tour terminée. Construite en 2 ans seulement, la Tour Eiffel est le fruit des progrès rapides de la technologie. Assemblage élancé de poutrelles de fer, c'est alors la plus haute tour du monde. Elle propulse Paris sous les projecteurs de la scène mondiale. Dans une frénésie de construction, utilisant la même technologie, un nouveau pont est jeté sur la Seine. Combinaison d'ingénierie moderne avec ce métal hautement résistant et de décoration baroque qui rappelle le passé historique de Paris. En concevant son grand projet pour Paris, Haussmann comptait que sa population atteindrait au maximum 3 millions d'habitants. Il ne pouvait savoir que même à l'époque moderne, la croissance de la ville serait à nouveau menacée par les guerres et les invasions. En 1940, la capitale française est humiliée et envahie une fois de plus. Ironie du sort, les troupes allemandes défilent le long des larges boulevards d'Eugène Haussmann jusqu'au cœur de la ville. Pourtant, malgré 4 années d'occupation, les immeubles seront très largement épargnés. Mais quand les Allemands doivent se retirer en 1944, Hitler ordonne que Paris soit détruite. Heureusement, le gouverneur militaire de la ville n'obéit pas à cet ordre. À la Libération, les troupes américaines qui défilent retrouvent la ville intacte, exactement comme Haussmann l'avait conçue. Dans les années d'après-guerre, Paris redevient une capitale élégante et touristique. Sous terre, métros et RER la relient aux banlieues. Mais en surface, la ville semble figée dans le temps. Témoin glorieux de l'œuvre d'Eugène Haussmann, les rues et les immeubles semblent immuables.
Jusqu'en 1972, lorsqu'un gratte-ciel de 40 étages jaillit de l'un des plus vieux quartiers de Paris. La tour Montparnasse, tentative audacieuse d'un nouvel urbanisme. Quand elle a été construite, elle a fait l'unanimité contre elle. Vraisemblablement parce qu'elle n'est pas terrible sur le plan architectural, et certainement parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Malheureusement, à cause de cette tour, il a été absolument interdit d'en construire d'autres en France. Le rejet de la tour Montparnasse met brutalement fin à tout rêve de gratte-ciel à Paris. Mais même si la loi permettait un jour aux urbanistes parisiens d'en construire, ils ne seraient pas au bout de leur peine. Les milliers de carrières disséminées dans tout le sous-sol ont transformé celui-ci en véritable gruyère, beaucoup trop fragile pour supporter les fondations de gratte-ciel. C'est pour cela que toutes les tours de Paris sont à l'extérieur des limites de la ville, à la Défense, sorte de sanctuaire réservé à l'architecture moderne. À la Défense, on a construit tout ce qu'on ne voulait pas voir dans le centre de Paris. Très peu d'immeubles d'habitation, mais de nombreux bureaux et centres commerciaux. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs présidents français ont voulu marquer la capitale de leur empreinte. Ils n'ont pas construit en hauteur, mais ont choisi des projets controversés. 30 ans après son inauguration, avec ses escalators et son système d'air conditionné à l'extérieur, le Centre Pompidou reste l'édifice le plus visité de Paris et celui dont on parle le plus. Mais il y a aussi la très moderne pyramide de verre dans la majestueuse cour du musée du Louvre. Paris doit son existence à des prouesses techniques aujourd'hui cachées aux yeux du grand public. Ce sont celles-ci qui, au fil des siècles, ont transformé un site sauvage et presque inhabitable en une des plus belles métropoles du monde. Elles qui ont permis de construire des murailles défensives, de capter et filtrer l'eau nécessaire à la survie des habitants, de jeter des ponts sur la Seine et de maîtriser les épidémies. Paris, célèbre pour son élégance et sa beauté, doit sa pérennité à l'ingéniosité des hommes.